était intimidant. On le craignait. Rien ne l'arrêtait. Abus de confiance, menaces et même tentative de meurtre. Son nom, Denis Leclerc, policier. C'était un policier qu'on trouvait bizarre dans la ville. Il était assez costaud, il parlait fort. C'était quelqu'un, on peut le dire, qui en imposait, qui avait un gabarit, une corpulence plutôt intimidant. La victime était une femme à qui il avait prêté de l'argent. Elle ne pouvait pas le rembourser et il a demandé à ses complices d'aller l'assassiner. C'est la première fois qu'on voyait Denis Leclerc sortir dans les médias, mêlé à une affaire. Et c'était que le début, ça, je peux vous l'assurer. Dans la nuit du 15 mars 1980, un certain René Potier et son complice Claude Tripp conduisent une jeune femme jusqu'à un lieu désert, près de la rivière Saint-Maurice. Ils lui ont dit qu'ils préparaient un coup dans lequel la jeune femme n'aurait qu'à détourner l'attention d'un agent de sécurité. En vérité, ils ont reçu l'ordre d'exécuter la jeune femme pour une dette de 300 $ qui apparemment traînait depuis trop longtemps. Ils l'ont emmené en haut de Saint-Étienne-des-Grès, entre Trois-Rivières et Shawinigan. Il y a un barrage entre la rivière Saint-Maurice. On l'appelle le barrage de la Gabelle. Il n'y a personne qui habite dans ce coin-là. À cette époque, le premier voisin était peut-être à 800 mètres. Et là, ils l'ont fait descendre de voiture. La jeune femme comprend que tout cela n'est qu'un piège. Mais elle a l'esprit vif. Elle tend son porte-monnaie à Potier qui, pour le prendre, enlève sa main de la gâchette. Reste tranquille. Prends l'argent. Et elle en profite pour prendre la fuite. Par chance, l'arme de Potier s'enraye. Quand il finit par tirer, elle est trop loin pour être sérieusement blessée. Potier et son complice courent l'achever à coups de crosse. Ils l'ont frappé, battu. Ils l'ont tabassé. Tiens, prends ça et ça aussi. La ferme. Tiens. Elle avait des membres brisés. Elle était bien amochée. Ils l'ont laissée pour morte. Quand ils sont partis tous les deux, ils étaient sûrs que la fille était morte, parce qu'ils l'avaient vraiment tabassée. Mais elle n'était pas morte. En fait, elle n'était pas morte. Elle a survécu. En fin de compte, elle s'est réveillée. Et elle s'est traînée jusque chez le premier voisin. Malgré 2 fractures du crâne, des mains gelées, des coupures au visage et une blessure à la colonne vertébrale, la victime est encore consciente et parvient même à demander de l'aide. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Quand elle a frappé à la porte pour demander de l'aide, apparemment les habitants l'ont vue ensanglantée. Ils ont eu peur. Ils ont appelé une ambulance et en fin de compte, et heureusement, elle s'en est sortie. À l'aide! À l'aide! L'agression sauvage commise cette nuit de mars 1980 n'aurait probablement été qu'un fait divers de plus si elle n'avait pas révélé des faits encore plus choquants. En premier lieu, le nom de celui qui a ordonné cette tentative de meurtre. Quand la jeune femme a témoigné, elle a dit « Écoutez-moi, je sais qui est derrière tout ça, c'est cette histoire, mon agression.
C'est un coup de Denis Leclerc parce qu'il m'a prêté de l'argent et qu'il voulait que je lui rende. C'est des gens à lui. Il m'a envoyé ces 2 gorilles pour faire le boulot. Denis Leclerc, un personnage bien connu du service de police de Trois-Rivières, un personnage que même le chef de police craignait et qui pourtant est lui-même un policier, un enquêteur, un sergent détective. Bon, allez. À demain. Hé, Potier, j'ai quelque chose pour toi. Merci, patron. Denis Leclerc, c'est quelqu'un qui a fait carrière dans la police de Trois-Rivières. Bon, il a commencé dans les années 60 et il a gravi les échelons. Il était policier-pompier, ensuite il est devenu inspecteur de police, enquêteur. C'était un policier qu'on connaissait bien dans la ville. On savait qu'il gérait le poste de police, on le savait. Et il était assez costaud. C'était quelqu'un qui parlait fort. Je l'ai personnellement croisé une fois ou deux et c'est quelqu'un, on peut le dire, qui en imposait. Qui avait un gabarit, une corpulence qui était intimidant et dont la réputation également n'était plus à faire. On racontait toutes sortes de choses. J'ai parlé avec un policier qui m'a dit il me demandait parfois d'aller pointer avec sa carte de présence au boulot parce qu'il venait pas au poste. Quand il était pompier, après les incendies, quand c'était le moment de ranger le matériel, il s'éclipsait. Bon, allez. À demain. À l'époque de ces événements, la ville de Trois-Rivières avait la réputation d'abriter une pègre locale plutôt active et d'être fréquentée par des personnages reliés à la mafia. Frank Cotroni, Joe Di Maolo, Joe Calabro et René Manta, entre autres. À cette époque, Trois-Rivières, eh bien, écoutez, c'était en fait le Chicago des années 50-60. C'était une ville assez dynamique qui donnait lieu à une activité nocturne très intense sur la rue des Forges. C'était plutôt des bars malfamés. Trois-Rivières, c'était une ville chaude. Et même la mafia, à un moment, s'était installée à Trois-Rivières. Il y avait aussi l'affaire très médiatisée du policier de Trois-Rivières, Louis-Georges Dupont, retrouvé mort dans sa voiture. Il a disparu du poste de police le 5 novembre 69 au matin. Et on l'a retrouvé le 10 novembre au matin, tout près de Saint-Étienne-des-Grès, dans le coin où la victime a été agressée. À l'époque, ça avait été classé comme un suicide. Mais après ça, la famille a commencé à laisser entendre que finalement, c'était peut-être un assassinat. Un assassinat commandité par la mafia ou par la police? Cette affaire trouble, jamais résolue, présente plusieurs similarités avec la tentative de meurtre de la jeune femme à laquelle est mêlé Denis Leclerc. Louis-Georges Dupont aurait-il été puni pour avoir dénoncé les pratiques douteuses du service de police de Trois-Rivières? Et si oui, est-ce que cette jeune femme représentait une menace pour Leclerc, sergent détective à la réputation corrompue, au point de commanditer son assassinat? Oh, la victime, c'était le genre de jeune fille de Trois-Rivières de cette époque. Très gentille, moi je la connaissais très bien. Elle allait surtout à l'hôtel Saint-Louis. Parce que, à l'hôtel Saint-Louis, au 2e étage, il y avait 2 sortes de clubs en haut. Il y avait un des clubs, d'un côté, qui était pour la prostitution. Et de l'autre côté, séparé seulement par un mur, c'était un club pour homosexuels et les... D'après moi, eh bien, ça tient pas debout de vouloir faire tuer quelqu'un seulement pour 300 $. Il y avait sûrement autre chose derrière, des histoires, ou quelque chose de plus grave que ça. Vous savez, elle était au courant de la vie que Leclerc menait. Elle en a peut-être parlé à certaines personnes. C'est revenu à ses oreilles et ça lui a pas plu. Parce qu'en réalité, les 2 types, leur contrat, c'était vraiment de la tuer. Il lui avait prêté 300 $, mais en bon usurier qu'il était, il lui prenait des intérêts. Il savait comment ça marchait. Et au total, elle devait lui payer 1500 $.
Elle n'avait pas les moyens de payer ça, et elle ne le payait pas, ou elle refusait de le payer, peu importe. Donc, il a demandé à ses complices d'aller, et c'est l'expression qu'on emploie, d'aller la buter, donc d'aller... Elle doit 300 $ au sergent détective Denis Leclerc. Ils l'ont frappée, battue, ils l'ont laissée pour morte. Mais elle n'était pas morte. Alors elle a dit, ça c'est Denis Leclerc. Des rumeurs circulaient déjà à propos du sergent détective Denis Leclerc et d'autres enquêteurs du service de police de Trois-Rivières. En vérité, les activités de Denis Leclerc s'inscrivaient dans une lignée de policiers aux pratiques douteuses. En effet, un système de corruption à grande échelle avait été mis en place à Trois-Rivières, tant au niveau de la police que de la mafia, dû à l'importante activité économique de l'époque, qui favorisait plusieurs commerces illicites, dont la revente de drogue et la prostitution. Trois-Rivières, c'était la capitale mondiale du papier. C'est une ville portuaire où l'industrie du bois était énorme. C'est difficile aujourd'hui de se l'imaginer, mais c'était très gros. Il y avait des marins, vous voyez, en grande quantité. Alors déjà, il y avait beaucoup de bars autour du port, et ces types-là, après leur travail, le jour de leur paie, eh bien, ils allaient dans les bars, les tavernes ou les pubs. C'était Trois-Rivières, c'était une ville chaude. Il y avait des policiers qui contrôlaient la prostitution, qui imposaient des taxes à certaines filles pour travailler. En 1969, Denis Leclerc est policier depuis 8 ans lorsque le Conseil de la ville obtient de Québec qu'une commission de police enquête sur le contrôle que des policiers exercent sur la prostitution à Trois-Rivières. La commission de 1969 a mis en évidence le rôle du lieutenant-détective Jean-Marie Hubert et celui du sergent-détective Paul Dallaire qui furent par la suite révoqués. Dallaire et Hubert, c'était deux parrains en fait des Trois-Rivières. Ils ne faisaient pas seulement travailler les prostituées. Ils ont pris le contrôle vraiment des filles. À cette époque-là, chaque fille qui travaillait à Trois-Rivières, tous les mois, elle devait donner une somme d'argent à ces deux policiers. Environ 100 $ par mois. Quand une nouvelle arrivait, il fallait absolument qu'ils soient mis au courant avant qu'elle puisse commencer à travailler. Si le gérant n'était pas là, c'est moi qui appelais Dallaire et Hubert pour leur dire « Attention, il y a une nouvelle qui est arrivée. » Fallait que je donne le nom de la fille. Eh oui! Ils décidaient du nombre de filles, par club, par établissement. À l'hôtel des Trois-Rivières où je travaillais, il y en avait peut-être une quarantaine, je dirais. Juste en face, au club Saint-Paul, chez eux, il y en avait peut-être une trentaine. Il y avait l'hôtel Saint-Louis, pas tellement loin. Chez eux, il y en avait peut-être 25 ou peut-être 30. Il y avait le manoir La Violette. Ça faisait pas mal de monde, tout ça. Les hôtels de passe qui se trouvaient sur la rue des Forges ou dans le coin, là, eh bien, ils n'auraient pas pu exercer sans qu'il y ait une entente, un arrangement avec la police. Et ils l'obtenaient en payant des droits. Hubert et Dallaire ont été licenciés. Sauf que, bien sûr, c'était déjà trop tard et que le ver était déjà dans le fruit et avait rongé le corps policier et qu'ils n'étaient certainement pas les seuls. Ou si les autres n'en profitaient pas, on peut imaginer que certains de leurs collègues étaient quand même au courant. C'est donc dans un service de police où règne un profond laxisme et où beaucoup sont corrompus que Denis Leclerc apprend son métier de policier. Mais ce n'est qu'en 1971 qu'un premier événement attire l'attention sur lui. Le premier événement qui a attiré l'attention sur Denis Leclerc est survenu en juillet 71. Il est enquêteur, un soir, en voiture banalisée, avec un collègue, chacun dans leur voiture, ils décident de partir en vadrouille avec 2 filles. Ils s'en vont dans un chalet à Champlain. C'est un endroit qui avait été loué par un type de Cap-de-la-Madeleine. Et ce type-là, c'était un gars qui connaissait toute la racaille du milieu policier, tout le monde. Et donc lui, il organisait des soirées régulièrement, des orgies avec des femmes, des spectacles de lesbiennes, des parties de cartes, n'importe quoi. C'était son truc à lui. Donc ils quittent le territoire de la ville, ils sont en mission à ce moment-là, mais ils vont faire la fête dans le chalet. La soirée avait été pas mal arrosée, et sur le chemin du retour,
Denis Leclerc, avec sa voiture banalisée, heurte une voiture en stationnement. Le propriétaire de la voiture, qui habite à côté, se rend compte de l'incident. Il sort alors de chez lui pour voir un peu ce qui se passe. Il voit Denis Leclerc, il voit aussi la fille, qui l'accompagne. Nom de Dieu! Le type lui dit, j'appelle la police. Je vais appeler la police, je reviens tout de suite. Attends. Quoi? Vous avez Non, peur? t'appelleras pas la police, parce que la police... Alors Leclerc a sorti son revolver et a dit, tu vas pas appeler la police, mon pote. Parce que la police, c'est moi. Il avait du mal à se tenir debout, son revolver lui échappait, il se penchait pour le ramasser, il s'écroulait presque par terre. Baissez ce flingue! Allez, Allez! ferme, crétin, je te dis de la fermer. Il a menacé son interlocuteur en disant « Tu parles jamais de ça, ou sinon ça ira mal. Lui, il n'avait jamais eu de problème avant. Les menaces de Leclerc n'ont pas empêché le propriétaire de porter plainte. Leclerc sera suspendu, mais rapidement réintégré. Il avouera 10 ans plus tard avoir rédigé de faux rapports de l'incident pour se disculper. Il va être réintégré dans ses fonctions malgré tout, de sorte qu'il va se retrouver dans une situation où il bénéficie d'une espèce d'immunité à ce moment-là, et pendant les 10 années suivantes. Il va devenir pratiquement intouchable dans le service de police. Cet incident de juillet 1971 aura aussi un curieux épilogue pour le journaliste Baudouin. Le sergent détective Leclerc n'a pas apprécié qu'il relate sa mésaventure dans le journal Le Nouvelliste. J'ai pu prendre personnellement la mesure de l'homme parce qu'on habitait le même secteur de la ville, le même quartier. J'étais chez moi, j'entends du bruit à l'extérieur, et je vais à la fenêtre, je regarde, et je vois qu'une voiture est sur le point de partir, tout feu éteint. Alors je suis descendu immédiatement en bas, et là je constate que ma voiture a été éraflée sur tout un côté. Alors j'ai sauté dans ma voiture, et je suis parti, parce que je voyais encore la voiture, et je suis parti moi aussi, tout feu éteint. Alors j'ai suivi la voiture. Et d'après vous, j'arrive où? J'ai vu Denis Leclerc rentrer chez lui. Enfin bon, jusque-là, il n'y avait pas eu de grosse histoire. C'était juste un policier qui était revenu d'une bringue. Il avait manqué à son devoir professionnel. À sa tâche, c'était rien d'autre que ça. Mais là, quand il est venu et raflé ma voiture, ben, là, je me suis dit, on dirait qu'on change. C'est pas la même histoire. On a passé un cap. C'était la première fois qu'on voyait Denis Leclerc sortir dans les médias mêlé à une affaire. Et c'était que le début, ça, croyez-moi, je peux vous l'assurer. Alors qu'il est en service, le sergent détective Denis Je savais qu'il gérait le poste de police. C'était du grand n'importe quoi quand on saisissait des revolvers. Rien n'était gardé sous clé, rien. Ça traînait sur les bureaux. Alors, il saisissait de la drogue sur des individus et il laissait traîner ça sur les bureaux. Au point que Denis Leclerc s'en est même servi à un moment pour payer des informateurs. Il les payait en marijuana. Prends ça, mec. Prends ça et file-moi des renseignements. Le réseau d'informateurs du sergent détective Leclerc le met peut-être sur la piste de criminels, mais il lui permet aussi d'identifier ce qui peut lui profiter. Lorsque la seconde commission enquêtera sur le service de police de Trois-Rivières en 1982, on apprendra comment Denis Leclerc et un collègue ont dépouillé un citoyen du nom de Guignard. Là, c'est une histoire assez particulière. C'est l'histoire d'un jeune homme qui avait trouvé
dans les murs de son appartement, un sous-sol de la rue Saint-François-Xavier, littéralement un trésor. En effet, M. Guignard louait un appartement meublé. Lorsque celui-ci déplace un meuble, il découvre un trou dans un mur dans lequel se trouve une véritable fortune. Il y avait 100 000 $ en vieux billets de banque datant d'avant-guerre. C'était des vieux billets qui avaient été cachés dans les murs durant la guerre par un ancien locataire. Les murs en étaient pleins. Et Guignard avait tout découvert. Le jeune homme a trouvé cette somme et il s'est mis à dépenser sans compter, ce qui est arrivé aux oreilles de Denis Leclerc. Denis Leclerc apprend par un informateur de son collègue Buckley qu'un certain Guignard dépense beaucoup de billets anciens. Écoute, je vais le garder, je vais le faire vérifier. Hein. Denis Leclerc, bien sûr, se met sur le coup. Il flaire la bonne affaire. Il va inventer un faux prétexte, une fausse histoire de vol de bijoux pour obtenir un mandat de perquisition pour rentrer dans cet appartement. Ouais. À ce moment-là, il va l'intimider, on peut imaginer le contexte, il va littéralement le terroriser, en lui faisant croire que ce sont des braqueurs de banque qui ont occupé son appartement avant lui et que l'argent en question, c'est en fait le butin de vol de banque. Bon, ok. Viens, on va t'expliquer un truc, mon pote. Assieds-toi. Il va lui faire croire toute une histoire, qu'en échange de 5 000 $, il est prêt à lui arranger le coup avec les malfaiteurs, les soi-disant propriétaires de l'argent en question, qui sont pas très contents de la façon dont Guignard dilapide leur argent. Alors en échange de ça... Leclerc et Buckley ont exigé que Guignard leur verse 5 000 $. Et alors, ils sont repartis avec 5 000 $. Mais Leclerc, lui, il se doutait bien qu'il y avait plus que ça. Ça te coûtera pas grand-chose. Combien ça va te coûter? Plus loin. Et... Il est retourné là-bas pendant que Guignard n'était pas là. Et là, il a fouillé. Et c'est là qu'il a trouvé 50 000 $ qu'il s'est approprié. Il trouve une part importante du magot, en l'occurrence 50 000 $ qu'il va garder pour lui et, bien sûr, qu'il va dépenser à sa guise. C'était ça, Denis Leclerc. Ça vous donne une idée du personnage. De toute façon, l'objet essentiel de l'affaire, le point crucial, c'est que Denis Leclerc est allé s'approprier le trésor du jeune homme par un stratagème en utilisant son autorité de policier. Escroquerie, extorsion, intimidation et vol. Et c'est quelque chose qui était sans conséquence pour lui sur le moment. Certaines questions concernant l'histoire de Denis Leclerc reviennent sans cesse. Comment a-t-il pu agir en toute impunité? Comment est-ce possible que personne n'ait porté plainte contre lui? Et pourquoi ses collègues ne sont jamais intervenus? Au poste de police, personne cherchait on cherchait pas d'histoire à Buckley ou à Leclerc, en fait. Tout le monde se connaissait. Bon, c'était genre, je m'occupe pas de tes affaires, tu t'occupes pas des miennes. Chacun ses histoires, vous voyez? C'était surtout chacun pour soi. À cette époque, la loi de l'omerta régnait à Trois-Rivières. Il n'y a pas un policier qui pouvait en dénoncer un autre. Ils étaient tous mêlés à des affaires illégales. Dans ce temps-là, tout était permis. Les flics faisaient ce qu'ils voulaient. De toute façon, le directeur à cette époque, il avait peur de certains policiers en fonction, surtout à cette période. Le moins qu'on puisse dire, c'est que lorsqu'il y avait des soupçons à son sujet, il s'arrangeait toujours pour que toutes les enquêtes internes ne puissent pas être menées à bien. Denis, je suis désolé, mais... faut que tu répondes à 2-3 questions. C'est une blague ou quoi? Non, non. Si tu veux bien, on regarde ça ensemble. Mais qui est-ce qui t'envoie ici, là? Mais attends. Non, non, allez, c'est calme-toi. Gauthier On va regarder Tremblay. ça. J'ai pas le choix, mon pote.
Non, 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 t'as le choix. Parce que y a personne qui va m'humilier dans mon poste de police. Écoute, c'est pas de ma faute. Non, non, je parlerai pas. Bouge tes fesses d'ici, dégage. Dégage, sors. Dégage. À plusieurs reprises, suite à des plaintes, le service de police de Trois-Rivières lance des enquêtes sur les agissements du sergent détective Leclerc. C'est pas vrai. À chaque fois, Habituellement, quand il travaillait au poste, ce type-là, dans les archives ou ailleurs, il prenait pas son revolver. Et quand il savait que Leclerc était là, il avait toujours son revolver sur lui. Ça donne... Quand les complices de l'indicateur découvrent ça dans le journal, ils sont alors convaincus de la situation. Il ne pourra pas participer directement aux deux casses. Bon, vous êtes tous les deux d'accord. Et toi, tu vas faire quoi? T'inquiète pas pour ça. Moi, je vais conduire. Mais c'est lui qui sera le chauffeur. C'est lui qui va les conduire en voiture. Vous inquiétez pas, je vais me débrouiller très bien. Y a pas de problème. Denis Leclerc avait quand même pris toutes ses précautions. Il fallait que le quartier soit approprié, s'assurer aussi qu'il n'y ait pas trop de va-et-vient autour, que ce soit suffisamment éclairé. Bon, et qu'il puisse aussi cerner facilement les voleurs. Allez, c'est parti. Allez, la manette, vite, 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 envoie la manette, dépêche-toi, allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Alors, le premier vol a lieu rue Gervais dans une épicerie de quartier. Les policiers attendent les voleurs à la sortie. Et lui, l'indicateur, il s'en va. Il quitte les lieux. Quand les voleurs sont sortis, il y a un échange de coups de feu. Un des suspects va d'ailleurs être blessé à la cuisse. Tout le monde va être arrêté. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Le lendemain, ça recommence encore avec d'autres complices, mais cette fois sur la rue Père Marquette. Vite, vite, allez. Et attendent les voleurs à la sortie pour les arrêter. Bien sûr, c'est un succès pour Denis Leclerc, qui passe pour un héros dans la police et qui, aux yeux de ses supérieurs, d'une façon très éclatante, vient de redorer son blason de policier. Au départ, c'était l'idée de Denis Leclerc, de planifier des vols pour ensuite attendre les voleurs à leur sortie. Résoudre l'affaire, faire condamner les voleurs, sans que personne découvre quoi que ce soit de tout ça avant plusieurs années. Personne ne s'est douté de rien à cette époque, ou en tout cas, si c'est le cas, personne n'a rien dit. Même pas ses collègues, qui ont participé aux deux opérations. Ah, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. C'est sûr qu'il donnait, disons, le change en tant qu'enquêteur. Je suis efficace, j'ai de bons réseaux, je me démène et j'ai des résultats. Mais il était plutôt du côté des méchants que des gentils, soyons honnêtes. Bonjour, Denis. Jette un petit coup d'œil là-dessus. le grand public apprendra la vérité sur ces vols à main armée planifiés par Leclerc des années plus tard. T'inquiète pas, fais-moi un peu confiance. Je m'occupe de tout ça. Mais en attendant, des rumeurs affirmeraient qu'à Trois-Rivières, de nombreux autres vols auraient été organisés par des policiers, et cette fois pour leur propre bénéfice. À cette époque-là, on disait que c'était la ville qui avait le plus de policiers par tête. Mais c'était aussi la ville où il y avait 1000 vols par tête. Il y avait jamais personne qui était accusé de recel là-bas. C'est parce qu'on savait bien que les commandes étaient passées par des policiers, Leclerc, et peut-être d'autres policiers aussi, parce qu'il n'était pas le seul qui était corrompu. Et puis on pouvait se retourner contre le receleur quand on savait qui c'était et où il se trouvait. Alors c'est comme ça qu'on a expliqué le phénomène. Et petit à petit dans la ville, on a commencé à savoir que Denis Leclerc, eh bien, il commençait à déraper. On voyait bien qu'il était bizarre et qu'il jouait un peu au cow-boy. On ne saura jamais si cette rumeur était fondée. On ignore également ce qui a permis au sergent détective Leclerc de sévir en toute impunité aussi longtemps. Mais son règne touchait à sa fin. Denis Leclerc commençait à trop attirer l'attention, et plus il se sentait intouchable, plus il risquait de commettre l'erreur fatale. C'est pas possible. Sors de mon bureau, maintenant. J'en ai rien à battre. Fous le camp, allez, dehors. Le sergent détective Denis Leclerc a déjoué pendant des années toutes les tentatives pour enquêter sur ses agissements. De plus, il organisait lui-même des vols à main armée pour ensuite arrêter les voleurs et passer pour un enquêteur efficace.
Et Denis Leclerc refusait que quiconque se mette en travers de sa route. Ça, c'est un autre épisode assez intéressant de la carrière de Denis Leclerc. Il est opposé à la ville de Trois-Rivières, qui est son employeur. Vu qu'il est propriétaire de bâtiments, on est en 1980, il va faire des réparations, des travaux sans permis. Et il va être condamné à une amende par la cour municipale. En plus de travaux sans permis, Leclerc veut aussi se lancer dans les affaires, en ouvrant un bar. Cette fois, il agit dans les règles et fait une demande de permis à la ville. Alors, il a voulu ouvrir un bar gay dans une zone qui ne le permettait pas. Elle se trouvait dans le nord de la ville. Et on lui a refusé un permis à l'hôtel de ville. Et évidemment, le chef du contentieux, maître Jean Métaux, était contre. Alors, ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est qu'il a ordonné, c'est pas rien, il a ordonné que des coups de feu soient tirés sur la maison du procureur de la ville de Trois-Rivières. Les coups de feu sont tirés, bien que, à ce moment-là, il y avait des gens dans la maison. Aujourd'hui, on sait que Denis Leclerc a toujours utilisé l'intimidation pour arriver à ses fins. Baissez ce flingue, allez! Non, t'appelleras personne! Mais suite à cette dernière affaire, on peut s'interroger. Pourquoi le policier Leclerc voulait-il ouvrir un bar pour homosexuels? Tout le monde s'est posé la question, mais personne n'a cherché à en savoir davantage. Pourquoi un bar gay? On présume que c'est parce qu'il y avait un business potentiellement intéressant avec un bar gay. Dans le milieu des bars malfamés de Trois-Rivières circulait une explication assez étonnante, digne d'un film hollywoodien. Il impressionnait beaucoup les jeunes de Trois-Rivières. La jeune relève des voleurs et puis aussi des petits souteneurs. Parce que des souteneurs, il y en avait de très jeunes à Trois-Rivières à cette époque. Hé! Viens ici. Alors voilà, je te présente un grand ami à moi. À cette période, il y en avait qui carrément qui se prostituaient. Et il y avait aussi des homosexuels. Voilà. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Encore aujourd'hui, on raconte que Denis Leclerc aurait imaginé un plan pour tirer profit de cette situation. Et il aurait ciblé au moins un homme d'affaires. C'est une très belle rencontre. Merci, monsieur. L'homme d'affaires était homosexuel aussi. Et il détestait pas les jeunes. Du coup, Denis Leclerc, il a pris un de ces jeunes et il a organisé un rendez-vous avec l'homme d'affaires. Voilà. C'était un homme d'affaires assez connu à Trois-Rivières. Et le type est tombé dans le panneau. Et Leclerc s'est arrangé pour prendre des photos. Et à partir de ce moment-là, il l'a fait chanter. S'il trouvait un moyen pour faire de l'argent, il le faisait. L'histoire est-elle fondée? Ou fait-elle partie de la légende qui entoure désormais le service de police des années 70 à 80 à Trois-Rivières, et surtout Denis Leclerc? Trop sûr de lui et trop habitué à agir impunément, c'est en organisant l'assassinat d'une femme qui lui doit la somme de 300 $ que Denis Leclerc va précipiter sa fin. On en sait peu sur les vraies raisons de cette tentative de meurtre. Mais la thèse la plus souvent mentionnée est que la victime en savait beaucoup trop sur les activités criminelles du sergent Leclerc et qu'elle en avait déjà parlé à plusieurs personnes. La tentative de meurtre, ça va être la fin des haricots pour Denis Leclerc. Là, vraiment, il est allé trop loin. Là, Denis Leclerc a peut-être fait une erreur de calcul.
Alors ce sont les enquêteurs de la Sûreté du Québec qui vont prendre l'affaire en main, et tout va aller assez vite. En moins de 24 heures, les enquêteurs vont comprendre ce qui se passe et ils vont débarquer chez Denis Leclerc pour lui passer les menottes, l'arrêter à cause de cette tentative de meurtre qu'il a commanditée. Après son arrestation, alors qu'on le ramène en prison, il sort du fourgon pénitentiaire enchaîné pour montrer à quel point il s'en moque avec son cigare. Il fumait tout simplement de façon décontractée son cigare et il est entré en prison en fumant comme ça. Vraiment comme si de rien n'était. Il a eu un procès et il a été reconnu effectivement coupable. Coupable de meurtre. Il a pris 12 ans. 12 ans d'incarcération, 12 ans d'emprisonnement, plus une année supplémentaire pour port d'armes illégales, ce qui fait en tout 13 ans. Et après, ils l'ont épinglé pour l'affaire Jean Métaux, le chef du contentieux de la ville. Et là, le juge l'a condamné à 10 ans supplémentaires. Alors bon, là, c'était un peu fini pour Leclerc, mais on n'avait pas fini d'en entendre parler. En 1982, alors qu'il est emprisonné, Denis Leclerc est appelé à témoigner devant la CPQ, la Commission de police du Québec. Depuis le premier jour, l'intérêt suscité par cette commission d'enquête ne se dément pas. Jusqu'à présent, en quelques semaines seulement, le juge Dionne et ses confrères ont entendu une centaine de témoignages. C'est la deuxième fois que la CPQ enquête sur les agissements des policiers à Trois-Rivières. À la deuxième enquête, sur le corps de police de Trois-Rivières, beaucoup d'affaires ont été révélées, dont une qui a confirmé tout ce qui s'était passé, que Buckley avait été son complice. Et Leclerc s'est mis à parler de ses anciens collègues, toutes les manœuvres qu'ils avaient organisées ensemble. C'est en 82, je pense, qu'il a déballé son sac. Il n'avait plus rien à cacher. Il a avoué la vérité, il a même forcé d'autres à le faire, à le suivre sur ce terrain. Nous, à Trois-Rivières, on n'en revenait pas de tout ça, parce que c'était la deuxième enquête et c'était aussi grave. Peut-être même pire que la première. Ça en a choqué plusieurs, et ça va prendre du temps avant que le service se refasse une image, se refasse une réputation. Après avoir purgé sa peine, Denis Leclerc travaillera au ministère de la Justice et pour une multinationale de la finance. Plus tard, il deviendra animateur à la télévision communautaire de Maniwaki. L'inspecteur de police Denis Leclerc a refait surface à Trois-Rivières après une éclipse presque totale de 15 ans. Il n'aurait finalement pas été d'une grande utilité à la commission. Je fais pas de politique, moi. Ce que j'ai dit à la cour, eh bien, c'est simple. Les commissions d'enquête s'attaquent à la police. Mais c'est pas la bonne cible. Quand on veut résoudre un problème, quand on veut éliminer un problème, on élimine la cause. Et la cause, c'est pas la police, elle se situe plus haut. Le nom de Denis Leclerc est entré dans la légende. C'est un nom qui s'est démarqué des autres. C'est celui qu'on entend le plus souvent. Denis Leclerc a été quelqu'un, je pense, de spectaculaire.